Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va être plutôt une série de vidéos qui se concentrera sur le tir balistique. Alors, j'estime qu'il y aura 3 vidéos, grosso modo, pour avoir un petit peu tout ce qu'on doit savoir sur le tir balistique, pour éviter qu'elle soit beaucoup trop longue. Euh, donc, rapidement un sommaire de ce qu'on va faire au moins dans cette vidéo. On va rapidement faire une introduction, on va donner un contexte. Ensuite, on va parler des outils, des notions clés. Alors, ça, c'est très important pour savoir si vous allez pouvoir aborder sereinement ce qu'on va parler dans la troisième partie, la mise en équation. Donc, rapide introduction et contextualisation de ce qu'on va faire, hein, parce que c'est toujours très important de remarquer ce qu'on fait, d'avoir un regard critique sur ce qu'on fait. En fait, un tir balistique, ça va être l'étude d'un système qui est soumis à un champ uniforme. Alors, dans le cas du tir balistique sur Terre, parce qu'on est sur Terre, ça sera l'étude d'un système donc qui va être soumis au champ de pesanteur, la gravité, qu'on va considérer uniforme. Alors c'est pas totalement vrai, mais une première approximation, on va voir que c'est quelque chose qui est relativement correct. Et pour ce qui est des contextes, on peut croiser ça. Souvent, il arrive qu'on croise des sujets de bac avec du sport, par exemple. On va considérer un ballon qui doit passer au-dessus d'un filet ou d'un volant qui doit passer au-dessus d'un filet. Enfin, le sport, on peut retrouver le tir balistique dans l'artillerie, alors, domaine militaire, et dans l'ingénierie spatiale, on retrouve souvent ceci. Alors, donc une fois qu'on a parlé de cela, on peut s'intéresser aux outils et aux notions clés qui vont être utiles pour aborder le problème sereinement. D'abord, on doit considérer la seconde loi de Newton. Seconde loi de Newton, j'ai fait, il me semble, une vidéo où je parlais rapidement de ceci, enfin, vous voyez comment l'appliquer. Donc, absolument, si vous ne maîtrisez pas, vous pouvez aller voir la vidéo. Ensuite, il faut comprendre le concept de trajectoire. La trajectoire, ça va être le mouvement dans l'espace de notre système. Il faut savoir que notre système se déplaçant, alors quand je parle de système, on va parler par exemple d'un ballon de basket. Quand vous faites un panier à 3 points, euh, on va dire qu'il y a 3 paramètres principaux dans le mouvement de ce ballon de basket. Ça va être le mouvement selon X, le mouvement selon Y, si on- selon ce qu'on pose comme coordonnées, et le temps. Ça va être les 3 principales grandeurs qu'on peut considérer. Et en fait, la trajectoire, ça revient à tracer Y, par exemple en ordonnée, et X en abscisse. Et donc là, on va avoir la trajectoire spatiale. À ne pas confondre avec les équations horaires, qui sont la dépendance temporelle de Y en fonction du temps, et de X en fonction du temps. C'est un peu redondant ce que je dis, mais en fait, ici, pour la trajectoire, on va chercher y fonction de x, et pour les équations horaires, on va chercher y en fonction de t et x en fonction de t. Les équations horaires, c'est donc celles qui découlent directement de la seconde de Newton. Pour avoir la trajectoire, il faut faire quelque chose faut faire quelque chose en plus. Ensuite, on arrive aux quelques 3 termes qu'on va devoir définir. Donc la hauteur maximale, c'est la hauteur, enfin, qu'on appelle souvent la flèche, ça va être la hauteur maximum qui va être atteinte par, je sais pas, notre ballon de basket. Vous vous doutez bien que pour que le ballon de basket rentre dans le panier, il doit forcément avoir une hauteur maximale qui va être plus grande que la hauteur du panier. Ensuite, la portée. Alors la portée, ça va être, on va le voir plus tard sur un schéma, mais la portée, globalement, c'est jusque où va aller notre ballon. Et le temps de vol, c'est assez clair, c'est le temps qu'il va passer dans l'air, donc avant de toucher le sol. Et toutes ces choses-là se caractérisent de façon, on peut les caractériser de façon mathématique assez facilement. Par exemple, l'hauteur maximale, elle va être atteinte quand on va avoir une dérivée qui va être nulle. La portée, ça va être dès que l'altitude va être nulle. Et le temps de vol, on peut le retrouver assez facilement aussi avec le temps. Euh, un- Quelque chose qu'il faut aussi faire très attention, c'est la projection d'un vecteur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il va falloir faire attention à cela. Donc, sans plus attendre, on va passer à la mise en équation. Donc, sans plus attendre, on se retrouve sur le Paint avec un petit schéma de la situation, notre situation initiale, avant qu'on fasse notre tir balistique. Alors, j'aimerais rappeler, donc, on va, donc,
utiliser la seconde loi de Newton. Et donc, pour la mise en équation, on va reprendre le schéma classique de résolution d'un problème de mécanique, hein. On va toujours se souvenir ça. Donc, dans un premier lieu, on va indiquer qui est notre système. Le système, c'est un objet de masse m. On va supposer ici qu'il est ponctuel, donc objet de masse m, virgule ponctuel. Toujours très important de bien définir son système. Pour l'instant, c'est pas très très compliqué, mais plus tard, ça pourra l'être. Donc ici, notre système de masse m se situe ici, hein, au point bleu, le point O. Il a été lancé avec une vitesse v0, avec un angle alpha par rapport à l'origine, et vous voyez que ses coordonnées d'origine sont x0, y0. Donc toutes les informations qu'on a à propos de notre système à t égale 0, c'est ce qu'on va appeler des conditions initiales. Alors, on va d'abord remarquer, pardon, je m'égare un petit peu, le référentiel. On va supposer qu'on a le référentiel terrestre supposé galiléen, supposé G. Euh, alors, ici, on est dans un repère cartésien, x, y. Alors, j'ai mis x et y comme ceci. On aurait très bien pu mettre y, z, enfin tout ce que vous voulez. Et ce que j'aime bien faire, c'est me dire que, étant donné qu'on est en 2D, on va considérer que notre objet se déplace dans ce plan. Ok, il faut imaginer que vous coupez l'espace avec un couteau et que vous regardiez la tranche que vous avez coupée. Et bien, quand vous regardez la tranche, vous vous doutez bien que notre système que l'on va lancer va rester dans cette tranche. C'est-à-dire qu'on peut éviter de marquer une troisième coordonnée, qui serait z de z ici, qui va alourdir nos calculs. Donc, étant donné que notre système que l'on va lancer, notre masse ponctuelle qu'on va lancer, euh, le système est ponctuel, mais la masse est ponctuelle, ici, de ZLE. Euh, euh, on va considérer que le repérage dans l'espace se fait selon deux dimensions, et donc de la même façon, on a x.ex, y.ey, et a est égal à x.ex plus y.ey. Alors, le passage de la position à la vitesse et de la vitesse à l'accélération, c'est uniquement la dérivée. Ok, on va dériver successivement la position par rapport au temps, ce qui nous donne x points. C'est une notation, hein, x points c'est égal à dx sur dt, c'est juste que pas forcément envie de noter toutes ces choses-là qui est vraiment très très lourde visuellement. On va éviter de s'alourdir les calculs, hein, pour rien. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que par conséquent, x point point, est égal à dérivée de x point, comme ceci. Et bien que c'est beaucoup plus confortable à lire, x point point, que d de x point sur dt. Ok. Une fois qu'on a parlé de ça, on peut parler des conditions initiales. Les conditions initiales, c'est ce qui va permettre de différencier notre tir balistique du tir balistique du voisin, si vous voulez. Admettons que ça m'arrivait souvent avec mon frère de jeter des cailloux à la mer. Donc, c'est-à-dire que ça, c'était la situation dans laquelle j'étais, et mon frère, qui était plus petit, avait, ouais, par exemple, lancé le caillou, mais cette fois-ci, pas de y0, x0, mais de ce qu'on va appeler x1, y1, avec une vitesse v1 et un angle bêta, par exemple. Vous voyez que les conditions initiales, ça va caractériser le l'allure globale de votre, du rendu que vous allez avoir. C'est-à-dire que si vous envoyez, vous avez déjà probablement jeté des cailloux, si vous envoyez V1 vers le bas, vous savez très bien que le caillou va vraiment foncer très très rapidement vers le sol. La façon de le lancer le plus loin, et ça on le verra dans une prochaine vidéo, ou dans une prochaine partie, c'est d'avoir un certain angle avec l'horizontale. Donc, sachez que voilà, quand vos conditions initiales, elles sont très très importantes à déterminer parce que selon la tête de vos conditions initiales, vous allez avoir une trajectoire et des résultats totalement différents. C'est pour ça que faites très attention à vos conditions initiales. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que la condition initiale en x
à l'instant 0, parce que c'est une condition initiale, c'est forcément lorsque t égale 0, x0 est égal à x0, comme ceci, ici. On démarre à x0 d'abscisse, et on démarre à y0 de hauteur. C'est pour ça que je vous ai appelé, j'avais mentionné mon petit frère juste avant. Comme il était plus petit, bon bah lui, il va démarrer avec y1 ici. Et forcément, il va être désavantagé pour le lancer plus loin. C'est pas forcément parce qu'il est moins fort, c'est juste qu'il est désavantagé parce que il commence de moins haut. Et on verra ça plus tard. On essaiera de visualiser un petit peu les solutions. Ensuite, pour ce qui est des conditions initiales, alors, si jamais c'est pas clair pour vous, je vous renvoie à la vidéo sur les projections. Mais ici, on a une composante selon x et une composante selon y du vecteur vitesse v0. Et on a vu que x.0 ici, c'est égal à v0x et c'était égal à v0 cos alpha. Ça, je vous renvoie à la vidéo sur les projections que j'avais fait il y a quelques temps. De la même façon, y.0 est égal à v0y et c'est égal à v0 sin alpha. Notez bien aussi que si par exemple v0 était vers le bas, comme ceci, on a toujours la composante v0x vers la droite, mais on a une composante v0y qui est négative. Donc ici, on aurait eu un moins, par exemple. Ok? Ok. Donc ceci étant dit, voilà, on est dans cette situation-là, donc on a ici nos 4 conditions initiales. La plupart du temps, enfin, vous allez souvent avoir x0 qui va être égal à 0 ou des choses comme ça. Mais là, voilà, on se place dans le cas le plus général. On va ensuite faire, je vais un peu agrandir ceci, le bilan des forces. Le bilan des forces nous dit quoi? Bon, bah, on suppose qu'on est dans champ de pesanteur uniforme, champ de pesanteur terrestre, uniforme, supposé uniforme. Donc en fait, c'est des mots compliqués pour dire que on a uniquement G qui est constant et qui est appliqué à notre système. Donc en quelque sorte, on a P est égal à moins mgey. Pourquoi moins mgey? Parce qu'on voit bien que G va vers le bas, que P égale à m fois G vecteur, et que vecteur G ici, on peut l'écrire en quelque sorte moins GEY, car Y va vers le haut. Ok? On pourra, dans une vidéo ultérieure, j'ai déjà une petite idée d'exercice qui pourrait être assez intéressante à avoir avec des systèmes de coordonnées dans tous les sens. Mais ici, on reste très calqué sur des choses simples pour être sûr qu'on comprenne bien ce qu'on fait. Ok? On a notre bilan des forces. Alors là, on a supposé que les forces de frottement étaient négligeables, hein, mais on pourra voir, enfin, j'ai fait un petit programme ensuite pour voir l'effet des forces de frottement sur tout ça. Et donc là, on va appliquer notre seconde loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces extérieures sur le système est égale à masse fois l'accélération de notre système. Ok. Et donc, comme on est en 2D, on avait rappelé que l'accélération s'écrivait comme ceci. Et donc, masse fois, on pourrait le noter x point point ex plus masse y point point ey. Donc là, j'ai juste fait de la. Enfin, on va l'écrire comme ça tout de suite. On va prendre un peu plus d'étapes de calcul. Comme ceci. Donc là, j'ai juste recopié ça ici, l'accélération. Composante de l'accélération. Maintenant, on va devoir essayer de le déterminer. Est égal à moins mg ey. Ok. On ne sait pas vraiment résoudre des équations. Enfin, avec des vecteurs, c'est un peu chiant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on projette selon EX et on projette selon EY. Pourquoi selon EX et selon EY? Parce qu'on avait vu qu'on était en 2D et qu'on avait EX et EY. Si on avait été en 3D, on projetait aussi selon EZ. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, donc là, ce qu'il faut faire, c'est identifier tout simplement qui est selon X, qui est selon Y à gauche, qui est selon X et qui est selon EY à droite, et puis on est tranquille. Alors ici, on voit qu'à gauche, on a juste une chose selon X, et à droite, on n'a rien. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va être mx point point est égal à 0. Alors attention, ici, on ne met plus de vecteur, hein, on a projeté selon une direction. Et ensuite, pour EY, on trouve my point point est égal à moins mg. Ok. Alors,
on va noter une équation 1, une équation 2. Je vous recommande vivement de faire ça quand vous êtes sur une copie, parce que ça va permettre au professeur de voir enfin, quelle équation vous faites référence. Donc ici, on a 1 qui nous donne mx point point est égal à 0, et on va faire donc de l'autre côté 2 my point point est égal à moins mg. Cette équation 2, je peux la simplifier, je peux diviser par m des deux côtés. Étant donné que m est différent de 0, on a le droit de le faire. Donc on obtient y point point est égal à moins g, pardon. Alors ensuite, on va prendre l'équation de gauche. Si m fois x point point est égal à 0, par propriété du produit, c'est soit m qui est égal à 0, soit x point point. M ne peut pas être ne peut pas être égal à 0, pardon. Donc on a forcément x point point qui est égal à 0. De l'autre côté, y point point est égal à moins g. Ensuite, donc, souvenez-vous que x point point est égal à dx point sur dt. Cette opération, ici, nous dit que c'est la dérivée. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Or, ici, on a l'accélération. Donc, on veut aller rechercher, on va dire, x. Donc ça, c'est surtout pour les terminales. On va intégrer. Pour les prépas, enfin, pour les personnes qui sont en bac plus 1, on va intégrer. Pour les personnes qui sont éventuellement en terminale, prenez un peu plus de temps sur cette étape-là. Et sinon, cherchez comment intégrer une fonction. Je pense que je ferai une vidéo sur ça éventuellement. Donc ici, quand on intègre, on a x point est égal à c, par exemple, une constante. Et quand on intègre ici, y point est égal à moins gt plus une constante prime. OK? Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer nos conditions initiales. Pour appliquer les conditions initiales, donc ici, il faut savoir que voilà, que tout dépend du temps, mais que j'ai implicitement retiré le temps pour éviter d'alourdir les notations. Alors ici, on dit oui, j'ai dit x point point t est égal à 0, ça dépend du temps. Ouais, mais en fait, c'est constant au cours du temps. Donc, on peut mettre le t comme on peut ne pas le mettre si vous voulez. Et en l'occurrence, ici, pour les conditions initiales, on rappelle que t égale 0, donc on a x point 0 est égal à c. Or, x point 0, d'après nos conditions initiales, c'est aussi v0 cos alpha, qui nous permet de dire que c est égal à v0 cos alpha, et donc que x point de t est égal à v0 cos alpha. On voit que la vitesse selon x est une constante. Pour ce qui est de l'autre côté, ici, y.0 est égal à moins g fois 0 plus c', qui est égal à c', tout simplement. Et c'est aussi égal à v0 sin alpha. v0 sin alpha. Ainsi, on trouve on en déduit que c' est égal à v0 sin alpha. Et ainsi, on a y point de t est égal à moins gt plus v0 sin alpha. Hop, on encadre notre résultat. Là, on vient de trouver la vitesse selon y. Et si on refait l'étape d'intégration une nouvelle fois, on va tomber sur x de t est égal à v0 cos alpha t. Alors, le alpha ici, il n'y a que le alpha qui est dans le cos, plus une constante prime prime. Et on va trouver y de t est égal à moins 1 demi de g t carré plus v0 sin alpha t. Mettons le alpha dans le sin, plus c troisième. Et là, rebelote, on se dit en x0, j'ai v0 cos alpha fois 0 plus c'' qui est égal, pardon, à c'' et qui est égal aussi à x0. Donc ça implique que c'' est égal à x0. Deuxièmement, y de 0 est égal à, alors là, bon, je vais me faire à donner les calculs, hein, je ne vais pas les faire.
Et moins 1/2 gt carré plus V0 sin alpha t évalué en t égale 0, ça donne 0, plus c prime 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 est égal à, on va chercher notre condition initiale, y0. Ça implique que c troisième est égal à y0, et donc on tombe en fin de compte sur x de t est égal à v0 cos alpha t plus x0. Et ensuite, y de t est égal à moins 1/2 gt carré plus v0 sin alpha fois t plus y0. Ici, on reprend ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je vous rappelle que on avait les équations horaires qu'on pouvait trouver et la trajectoire. Trajectoire, équation horaire ou la trajectoire. Les équations horaires, ce sont x de t et y de t. Horaire, quand on entend horaire, on sait que c'est le temps. Donc il faut toujours trouver les, on va dire les axes en fonction du temps, enfin la variation selon les axes en fonction du temps. Et ici, c'est ce qu'on a trouvé. X de t égale V0 cos alpha t plus x0. Et de la même façon ici, y de t égale moins 1/2 gt carré plus V0 sin alpha t plus y0. Ici, on vient de trouver les équations horaires. Donc, on a trouvé les équations horaires qui sont ceci. Alors, l'une des premières choses à se demander avant de se dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, c'est est-ce que si tout ça est homogène. Première chose à se demander, homogénéité. Pour s'assurer de l'homogénéité, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est étudier les équations. C'est-à-dire que je vais prendre la plus simple et vous ferez la plus dure de votre côté. Ok. Donc, je rappelle que voilà, on a x de t est égal à v0 cos alpha t plus x0. On a juste le alpha dans le cos. L'homogénéité, ça va être une chose très simple, c'est vérifier que ce qui est à gauche, c'est bien potentiellement égal à ce qui est à droite. À gauche, x, qui est une position, ça va être en mètres. Ouais. Et à droite, il faut vérifier que c'est potentiellement en mètres. Alors, x0 ici, la condition initiale selon x0, c'est-à-dire à quel x on commence, c'est en mètres. On va dire qu'on commence à x0 mètres de notre origine. Si on avait foutu, je sais pas, une ligne de départ ou une ligne d'arrivée, ici c'est la ligne de départ, bon ben, ici on a x0 mètres. La chose qui va être un peu plus compliquée, c'est pour ce qu'on a ici, v0 cos alpha. Alors cos alpha n'a pas d'unité, donc on va noter 1, et v0 et t ici, est-ce que ça a une unité ceci? Bon ben v0 ce sont des mètres par seconde, donc mètres fois seconde moins 1, t ce sont des secondes, quand on multiplie mètres fois seconde moins 1 fois seconde, ça fait bien des mètres. On est bien en train d'additionner uniquement des mètres. C'est vraiment la chose qu'il faut faire attention. Alors, ok, donc ça c'est vérifié, on est content. Ok. Ben vous ferez y de t de votre côté. Ok, donc je le renote juste rapidement. De la même façon, cependant, il va falloir faire attention à une seule chose, ça va être le g ici. Et pour trouver l'homogénéité du g, comment on peut faire? On peut utiliser le fait que P est égal à mg. Alors ça, moi, c'est ma façon de faire. Donc en termes d'unité, hein, donc je le mets comme ceci. Le P, le poids, c'est en newton, donc c'est une force. Si jamais vous n'êtes pas au courant, les forces c'est mLt-2, leur homogénéité. M ici, c'est masse, c'est M. G, c'est des mètres par seconde moins 2. Donc L, T-2. Euh, oui, c'est ça. Et donc du coup, bon, enfin, si par exemple on ne connaît pas l'homogénéité de G, pardon, j'avais carrément oublié ce que je faisais.
Voilà, c'est ça. On se dit, bon, P, c'est une force, donc c'est mlt-2. M, la masse, c'est grand M. Donc G, par contre, on ne connaît pas son unité, on le met comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est on va diviser par M. Diviser par la dimension M. Et donc ici, ça, on barre le M ici, on barre le M ici, on barre ici, ici, et on trouve bien que G est égal à LT-2. Effectivement, si vous regardez la littérature, G, ce sont des mètres par seconde moins 2. Bah, mètres fois seconde moins 2, pardon. Ok. Donc en faisant ça, vous pourrez retrouver l'homogénéité de Y de T. Dernière chose qui va être importante, enfin dans l'ordre, c'est d'abord les équations horaires. Après, ce qu'on va faire, c'est déterminer la trajectoire. Pour ce qui est de déterminer la trajectoire, hop, alors c'est une méthodologie qu'il faut prendre, on va dire, hein. Donc on rappelle qu'ici on va l'appeler 3 et 4 parce qu'avant on avait 1 et 2. Donc en substituant le temps dans l'équation 3, c'est-à-dire en isolant le temps, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que t est égal à x de t moins x0 sur v0 cos alpha. Ça vient de l'équation 3. Et si on met le t dans l'équation 4, donc on va rappeler ici, hein, on va la renoter, on va y aller progressivement. Voilà. Si maintenant on remplace le t par la valeur qu'on a trouvée juste au-dessus, on obtient que y de t est égal à moins 1 demi de g. Alors attention, ici on ne marque pas t, on marque x de t moins x0 sur v0 cos alpha. Le tout au carré, désolé, ma souris est un peu en train de déconner. V0 sin alpha t, on voit t, on va noter x de t moins x0 sur v0 cos alpha, plus y0. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bon, bah, on va essayer de simplifier un petit peu tout ça. Ici, on peut noter y de t est égal à moins 1,5 g. Comment on pourrait simplifier ça? X de t moins x0 au carré sur bon, v0 cos alpha. Peut-être simplifier ça ici, mettre juste le 2 en dessous et le moins juste devant. Plus V0 sin alpha sur V0 cos alpha. Alors attention, hein, on se souvient bien que sin alpha sur cos alpha, c'est égal à tangente de alpha, tangente du même angle. Donc ça fait tangente alpha x de t moins x0 plus y0. Normalement, on est d'accord sur ça. Et donc on vient de... Pardon. Ici j'ai mis y de t, mais ça devient y de x. Pourquoi? Parce que j'ai substitué le temps, j'ai remplacé le temps par x de t. Enfin, le temps ici s'est transformé en x qui dépend du temps. Donc en soi, quand je mets y de x, ça revient à dire y de x de t, mais bon, on va éviter de trop surcharger nos notations. On sait très bien que x dépend du temps, et donc fortiori y va dépendre du temps. On peut le noter comme ceci. Y de x est égal à ceci. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Bah, on remarque qu'on a quelque chose qui ressemble fortement à ax carré plus bx plus c. Alors, je vais pas faire l'identification parce que j'ai pas encore développé mon carré ici. Ici, il faudrait que je fasse tangente alpha x de t, tangente alpha moins tangente alpha x0. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez vous amuser. Mais grosso modo, ce qu'il faut reconnaître ici, c'est une équation du second degré avec un coefficient négatif, ce qui veut dire que la parabole va pointer vers le haut et qu'on va avoir quelque chose qui va ressembler à ceci. Alors, modulo, évidemment ici je l'ai fait commencer à 0, 0, mais comme ici on a commencé à x0, y0, on va avoir ceci. Comme ça à peu près, et là, bon, ici c'est pas un mouvement physique ici. La fonction qu'on va obtenir ici va nous donner quelque chose comme ceci. On va dire ce trait plein là, ok? Mais comme physiquement notre système ne commence qu'à cet endroit ici, c'est-à-dire x0, y0, tout ce qu'il y a à gauche ici, on s'en fout. On ne le considère pas, ça fait pas partie de notre mouvement. Donc voilà, on a trouvé l'équation de la trajectoire de notre mouvement. Alors ici, elle est compliquée, cette équation de trajectoire. Pourquoi?
Parce qu'on a supposé qu'on n'était pas à x0 y0 fini, on va dire, mais on était à x0 y0 qu'on laissait en inconnu. Maintenant, si on applique x0 égale 0, y0 égale 0, ce qui est une simplification monumentale, eh ben, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus simple. Ici, le y0 va s'en aller, ici, ça va s'en aller, et ici, ça va s'en aller. Et voilà, on va avoir quelque chose qui va être relativement simple. Donc voilà, ici, on a fait le cas très général de notre tir balistique avec des conditions initiales qui étaient totalement aléatoires, enfin, au moins en termes de la position. La vitesse, on est resté assez simple. Et voilà. Et vous avez fait un peu d'homogénéité. Rapidement, un petit tour sur MATLAB. Alors, vous pouvez faire ça sur Python. Je mettrai éventuellement le code en description. Pour avoir un aspect plutôt pratique, enfin pour voir un peu ce qui se passe physiquement quand on va essayer de résoudre tout ça. Alors, je pourrais vous mettre le code, mais voilà. En fait, ce qu'il faut remarquer ici, alors, je vais juste intégrer mes équations, j'ai fait varier le temps, et voilà ce que j'obtiens. Alors, j'ai mis des petits curseurs pour faire varier la gravité, pour faire varier les frottements, tout ça. Voilà. Alors, notons que voilà, je viens de mettre les frottements au minimum. On a notre courbe rouge qui suit notre courbe bleue. Alors ici, c'est un problème un peu plus avancé, notamment sur les résolutions numériques d'équations différentielles. On va pas parler de ça maintenant. Ce qui explique pourquoi il y a une différence. Mais normalement, on ne devrait pas avoir de différence. Parce que j'utilise une fonction pour résoudre mon équation différentielle. Euh, donc oubliez ça, oubliez ce que je viens de dire. On voit que en bleu, on a la trajectoire sans frottement, et en rouge, on a la trajectoire avec frottement. Plus j'augmente les frottements, moins mon objet va loin, et moins il va haut. Voilà. Dès qu'on met les frottements à 0,1 par exemple, on a vraiment une trajectoire qui est très très amortie. Vous pouvez vous faire une expérience de pensée. Imaginez qu'au lieu de jeter votre caillou dans l'air, vous le jetez dans l'eau. L'eau qui est un milieu beaucoup plus dense va avoir tendance à faire beaucoup plus frotter. Et on peut imaginer, on peut pousser ça jusqu'au bout et se dire, bon, on va l'envoyer dans de l'huile. Et si on l'envoie dans l'huile, effectivement, l'huile est vraiment un coefficient de frottement très très important, ce qui va faire qu'on va beaucoup amortir notre mouvement. Quoi qu'il en soit. Donc en fait, voilà, c'est ça. C'est que ici, ce serait quelque chose avec de l'huile, enfin un mouvement dans de l'huile. Ça, ce serait un mouvement dans de l'eau. Et ça, voilà. Sans frottement, c'est avec un mouvement dans quasiment le vide, on va dire. On peut faire varier aussi la gravité. Et vous voyez que si la gravité augmente, et imaginons qu'on est, ou bien pardon, on va mettre la gravité, on va se dire qu'on est sur la Lune, et une gravité moins forte. Et vous voyez que ici, on va jusque 59 en portée. C'est-à-dire, ah bah ici, c'est parfait, oui, c'est vrai qu'on visualise, j'avais oublié de dire ça. Ici, c'est la flèche, donc c'est l'endroit le plus haut. Et ici, là, cette distance ici, c'est la portée. C'est-à-dire que c'est l'endroit, enfin, si on démarre à zéro, on va arriver jusque 59 mètres. Ok, là, on avait diminué la gravité. Si on l'augmente, on la remet au niveau de la Terre. Ah bah regardez, on va beaucoup moins loin. Parce que la gravité a tendance à, on va dire, faire ramener l'objet le plus rapidement proche du sol. Si on met une gravité très grande, l'objet il va quasiment pas décoller. Enfin, il va décoller, si, mais il va aller beaucoup moins loin. Et si vous êtes, je sais pas, 15 de, 15 de gravité, peut-être qu'on serait sur on serait sur une planète qui serait peut-être à peu près 2 fois plus lourde. Euh, j'ai pas vraiment d'exemple de planètes qui sont 2 fois plus lourdes que la Terre. Je suis pas trop à l'aise sur ça. Mais vous voyez que voilà, si la gravité est 2 fois plus forte, on va quasiment 2 fois moins loin, hein. Et si la gravité est très faible, eh ben, regardez, on va jusque 80 mètres. 5 de gravité, on va jusque 80 mètres. 80 mètres, pardon. On peut faire aussi varier l'angle alpha. Vous voyez que ça varie si on va se remettre proche de la gravité terrestre. Si l'angle alpha est petit, on va pas très loin, hein, visiblement. Comme vous pouvez le voir, hein, on va on va faire une petite expérience ici. 15-12. Si on augmente, pardon, on augmente à 38 degrés ici, on arrive à 43. Si on augmente à 45,
on va jusque 44 mètres. Ah, et là, quand on passe au-dessus de 45, on va jusque 39 mètres. Bon, bah, ce serait intéressant d'étudier quel alpha permet d'avoir l'objet qui va le plus loin. Et on peut faire varier la vitesse initiale, ça c'est assez logique. Plus on augmente la vitesse initiale, plus on va loin. Et voilà. Donc c'était un une petite application. Je mettrai le programme, donc c'est un programme MATLAB, c'est pas un programme Python, mais je le mettrai probablement en description ou bien en lien. Vous pourrez essayer d'aller voir ça et jouer vous-même avec les petites grandeurs ici qu'on a.